Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à tous. Nous allons parler d'Amérique latine et tout particulièrement en raison de l'actualité. On va commencer par le Brésil avec Gaspard Estrade, qui est un politologue, un des meilleurs politologues français spécialisé sur l'Amérique latine. Bonjour Gaspard. Bonjour Jean-Jacques, ravi d'être Voilà. ici. Bon, nous allons donc commencer par l'actualité. Le Brésil qui a soulevé beaucoup d'espoir, beaucoup d'incertitudes. Et comment expliquer le sentiment général de surprise et de déception chez certains, en dépit du fait, chez certains, donc chez les amis et les électeurs de Lula, en dépit du fait qu'il soit très largement en tête et à 1,4% de la barre fatidique, les 50. Pourquoi ce sentiment de déception alors qu'il est très largement en tête? Bien sûr. Bon, je pense que c'est une importante question à poser. La première question, le premier élément, facteur explicatif, est lié en fait à la propre campagne de Lula. La campagne de Lula a mis l'accent sur le fait qu'il fallait vaincre cette élection dès le premier tour. Il a explicité cette demande donc, dans ses slogans, dans sa communication politique. Il a aussi souhaité à ce que certaines personnes venant du centre droit décident de s'impliquer dans sa campagne. Donc il a cherché à obtenir des ralliements de personnalités du centre droit et du centre. Et donc de ce point de vue-là, je pense que cette stratégie a été erronée. Pourquoi? Parce que non seulement il n'y a pas eu réellement de vote utile en faveur de la candidature de Lula dans les derniers jours du premier tour, mais surtout ça a contribué à mobiliser le camp d'en face. Et ce que les sondages ont été incapables de prévoir, c'est pas tellement le bon score de Lula qui était peu ou prou dans la limite de marge d'erreur des instituts, mais surtout le score de Bolsonaro. Et d'une part, cette mobilisation, et je dirais exceptionnelle, des militants du centre de la droite en faveur d'une candidature d'extrême droite, celle de Jair Bolsonaro, des électeurs donc de Simone et Tebet, de Ciro Gomes, qui ont décidé de porter leur voix à l'actuel président. Il s'agit des candidats qui, au final, sont arrivés 3e et 4e. Absolument, dont la moitié des électeurs déclaraient dans les derniers jours qu'ils étaient prêts à changer de voix, à changer de candidat, pardon. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu cette mobilisation de dernière minute de la part de ces électeurs vers Bolsonaro, et des électeurs qui aussi souhaitaient voter nul ou annuler leur voix, qui ont décidé de reporter leur voix vers Bolsonaro. Et aussi, il y a une conséquence en fait d'une stratégie menée par la campagne de Bolsonaro depuis le début de la campagne, c'est-à-dire discréditer les études d'opinion et faire en sorte que les militants de Bolsonaro ne répondent pas aux enquêteurs des instituts. Et donc ça a eu un impact sur les échantillons, d'autant plus qu'il y a aussi une autre grande et grave problématique au Brésil, c'est le fait que depuis 2010, il n'y a pas eu de recensement. Pourquoi? Parce que sous Bolsonaro, pour satisfaire le Parlement, le Congrès, eh bien, le ministère de l'économie a supprimé le budget pour mener à bien le recensement de 2020. Et donc, la photographie de la démographie brésilienne est liée à une photographie très ancienne. Ce dernier élément, c'est un argument qui permet de comprendre l'erreur ou les erreurs commises par les instituts de sondage. Moi, je pense que les erreurs des instituts de sondage sont multifactorielles. Je pense qu'ils sont nombre de 3, comme je le disais. Un, cette question du recensement qui a un impact sur les statistiques démographiques du pays et donc une conséquence sur les échantillons, c'est-à-dire comment on construit un échantillon, étant donné qu'au Brésil, on fait des études d'opinion sur la base de la méthode des quotas, c'est-à-dire la même méthode qui est utilisée en France. Deux, la non-réponse anormalement élevée de la part des sympathisants et des militants bolsonaristes, parce qu'il s'agit d'une stratégie de campagne, de discréditer les études d'opinion depuis le début de la campagne électorale, ce qui tend à ce que le niveau de Bolsonaro soit sous-estimé dans les instituts. Normalement, les instituts devraient redresser
leurs résultats pour arriver à un équilibre, sauf que là, étant donné qu'il s'agit d'une, comment dire, d'une volonté préméditée, en fait, des sympathisants, le redressement a atteint ses limites, de mon point de vue. Et c'est ce qui explique aussi les limites, donc, les limites des sondeurs pour comprendre le vote bolsonariste. Et trois, ce mouvement de dernière minute de la part d'électeurs indécis, des électeurs de Simone Tebet et de Ciro Gomes. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à cette atmosphère de défaite, si je puis dire, le lundi, euh, suivant à l'élection au premier tour. Et quel a été, bon, on va en parler des sondages un peu plus tard, mais quel a été, à votre avis, l'élément le plus explicatif permettant de comprendre pourquoi Lula n'a pas gagné au premier tour? Est-ce que c'est, ce que vous disiez, sur les erreurs de sa stratégie au premier tour qui aurait été l'élément essentiel, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient à chercher du côté du candidat d'extrême droite? Non, je pense que, contrairement à Bolsonaro, Lula a essayé de, comment dire, de faire en sorte que son message soit admis, soit acquis, soit accepté surtout par les électeurs qui vont de la gauche libertaire au centre droit. C'est quelque chose qui n'est pas récent, qui n'est pas nouveau chez Lula. Il s'agit de la stratégie qu'il a menée à bien, notamment lors de la campagne de 2002, lorsqu'il avait un vice-président, José Alencar, qui venait du centre droit, dont à l'époque le parti était le Parti libéral, qui aujourd'hui est le parti de la formation politique de Jair Bolsonaro. Donc je pense que la stratégie, elle est plus ou moins similaire. En revanche, là où il y a vraiment voilà, une dualité qui est intéressante à constater, c'est que de la même manière que la presse, les médias et les milieux d'affaires exigent de Lula une modération, une précision sur des mesures fiscales, eh bien, chez Bolsonaro, rien de cela. Il n'y a pas de modération, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de... En revanche, il y a une très forte adhésion à la candidature d'extrême droite, que ce soit en fonction des valeurs ultra-conservatrices, en matière d'avortement, de dépénalisation de drogue, de, de libéralisation du port d'armes, mais surtout, il n'y a aucun programme réellement économique qui se tient. Non seulement parce que le gouvernement de Bolsonaro a mis en place une série de politiques de très court terme, politiques sociales de très court terme pour aider à vaincre ce scrutin, ça je pense qu'on ne peut pas l'oublier, en tout cas le mettre de côté, puisque cela déséquilibre structurellement la campagne électorale. C'est comme si en France, 3 mois avant le scrutin, le gouvernement décidait de créer ou de multiplier un RSA sans conditionnalité pour des millions de familles, mais qui durerait 3 mois. Je pense que cela... Ça aussi, ça a été un élément qui est... Ah ben évidemment, si on regarde la carte électorale, de mon point de vue, le principal facteur explicatif qui explique pourquoi Lula n'est pas passé au premier tour, c'est le vote dans le nord-est du pays et dans les petites villes du nord-est du pays où Lula fait de très bons scores, mais où Jair Bolsonaro fait mieux que prévu, résiste. Et augmente d'ailleurs de peu, mais augmente son score par rapport à 2018. Si ces aides de dernière minute n'avaient pas été décidées, implantées, mises en œuvre, il me semble clair, évident même, que Bolsonaro n'aurait pas eu ces scores, et donc Lula aurait vraisemblablement été élu dès le premier tour. Mais est-ce que d'autre part, on ne peut pas dire aussi que le programme de Lula était plus orienté ou regardé vers ce qu'il a fait, vers son bilan, plus que vers des propositions concrètes et alors là, c'est là qu'on se pose la question, l'élargissement souhaité de son assiette électorale, est-ce que ça ne l'a pas conduit finalement à être relativement discret sur l'après? Sur le programme qui pourrait effectivement, de façon concrète, appliquer. Et on en voit les effets dans les négociations d'entre-deux tours, où le PDT, donc le parti du candidat arrivé en 4e position, a exigé l'adoption de mesures sociales concrètes.
Absolument. parce qu'elle ne figurait pas effectivement dans son programme de premier tour. Bien sûr, non, c'est une vraie question. Je pense qu'on on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Et de ce point de vue-là, Lula a jusqu'à présent remarquablement réussi justement à cacher, ou en tout cas à être suffisamment flou. Il a pour- réussi à cacher, mais avec des incidences électorales. Certes, et moi je pense qu'il y a comment dire, la question du programme, elle fonctionne sur deux jambes. Je pense que la première jambe est liée à l'assise électorale et au positionnement. Et le positionnement se veut ouvertement ouvert et Là, capable, large, ouais. justement, parce qu'il s'agit de créer une candidature en défense de la démocratie brésilienne, pas tellement la candidature du Parti des travailleurs. Donc de ce point de vue-là, l'assiette électorale, le socle de cette candidature ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que 2006, 2010, 2014, 2018. Donc ça, je pense que c'est un premier élément. Le deuxième, et là je vous rejoins tout à fait, c'est que Lula, compte tenu de sa vie politique, syndicale, sociale, présidentielle, voilà, a une idée très claire de ce qu'a été son mandat pour le Brésil, pour les Brésiliens. En revanche, il a aussi, faut pas oublier que Lula a été accaparé par une actualité judiciaire pendant au moins 5 ou 6 ans. Et de mon point de vue, cette actualité l'a accaparé et a fait en sorte qu'il se mette en quelque sorte un peu en retrait des affaires internationales, des affaires politiques. Et donc, il y a en permanence cette volonté de revivre et de faire vivre un legs, le legs des gouvernements du PT de 2003-2011. Or, il est clair que le monde a évolué, le Brésil, lui aussi, a profondément changé ces 13 dernières années. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un des grands défis si Lula est élu, et bon, pour cela, il faudrait qu'il puisse être élu le 30 octobre, c'est justement donner ces nouvelles perspectives. Une des perspectives disons, que je constate, c'est tout d'abord cette relation au monde qui est différente, dans le sens où aujourd'hui Lula met nettement plus en avant la question climatique. D'ailleurs, ça a été une des raisons pour laquelle Marina Silva, qui était son ancienne ministre de l'Environnement et qui a pris ses distances avec le Parti des travailleurs dès 2008, eh bien, est revenue dans l'équipe de campagne. Je pense que le PT a mis beaucoup de temps à intégrer la dimension Est-ce que cet élément-là, est-ce que cette dimension environnementale est importante pour les électeurs brésiliens? Parce qu'on constate aussi que Rubissal, qui a été le ministre de l'Environnement de Bolsonaro, est celui qui a dit on va profiter du Covid pour faire de la déforestation en faveur des éleveurs, et qu'il a eu beaucoup plus de voix dans l'État de São Paulo, où il a été élu également, que Marina Silva. C'est-à-dire, c'est un. Je ne sais pas, enfin, j'ai l'impression que ça va être un thème qui a été un thème décisif pour déterminer le résultat. Enfin, en fait, il me semble que oui, mais pour les mêmes raisons. C'est plus important, paradoxalement, pour l'extérieur du Brésil. C'est un thème qui est mis en avant en Europe, beaucoup plus qu'au Brésil. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, en effet, Ricardo Salles a eu un très bon score, et d'ailleurs, qui ne peut pas malheureusement se réduire à l'environnement. Si on voit les anciens ministres de Bolsonaro, une bonne partie ont fait de très bons scores, voire et ont été parmi les mieux élus dans leurs États. Pazuello, le ministre de la Santé. Y compris même le juge Moro. Y compris le juge Moro, qui a été confortablement élu sénateur au Paraná, d'Alagnol aussi. Oui. Cela étant dit, si l'on regarde la géographie électorale, on regarde que la question environnementale, elle est importante, mais pour les milieux d'affaires et pour l'agribusiness. Et quand dans les circonscriptions du centre-ouest du Brésil, le sud, les questions environnementales, elles sont importantes parce que justement les producteurs ne souhaitent pas de régulation environnementale, ne souhaitent pas qu'il y ait des agences qui fassent leur travail. Et donc, de ce point de vue-là, mettre
de côté la législation environnementale, c'est une priorité. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, l'environnement, l'agenda Oui, ça, c'est- environnemental existe, sauf que négatif. dans l'aspect négatif, absolument. Et donc, c'est pour cela que la question environnementale est un vrai enjeu de politique intérieure. Mm. Puisque pour les milieux de l'agribusiness, il est très important d'avoir un président qui ne fait pas respecter les normes environnementales. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une véritable dispute politique sur le respect des normes environnementales, le respect de l'environnement tout court. Donc, de ce point de vue-là, cette candidature de Lula, alors elle peut être certes vague, mais en revanche, elle part sur des principes de base qui sont assez clairs, c'est-à-dire qu'il y aura un respect des normes environnementales, des agences environnementales, et ça, c'est un vrai enjeu des politiques. On est d'accord, mais je veux dire en termes de voix, en termes d'impact sur une majorité électorale, je ne suis pas sûr que ce thème soit le thème principal. Ah non, mais c'est pas le thème principal, mais moi je pense que on ne peut pas expliquer le résultat électoral de Bolsonaro dans le centre-ouest et dans Oui, le sud si on Sans n'a prendre pas, en si on compte, ne, si on ne prend pas en compte oui. la dimension de l'hostilité qu'ont ces électeurs-là vis-à-vis du programme et du candidat Lula. Alors, puisqu'on parle des lobbies, il y a un lobby dont on a peu parlé pendant la campagne électorale, mais dont il est probable que Lula se soit préoccupé. C'est celui de la présence militaire dans les institutions. C'est une présence qui est visible au gouvernement du Brésil actuellement, mais qui a été également signalée par la Cour des comptes brésilienne dans l'administration civile. Il y a des milliers de militaires qui sont dans l'administration civile. Les militaires bénéficient de conditions de vie, de protection sociale dérogatoires par rapport au reste des Brésiliens. Donc on imagine que toute leur pression, leur soutien au président Bolsonaro quand il critique la transparence du processus électoral sont liés aussi à la défense d'intérêts corporatistes. Et alors la question que moi je me pose, on n'a pas vu les militaires le jour des élections, mais ils sont là. Est-ce que vous ne pensez pas que Lula, quelque part, a donné des garanties concernant le statut social et professionnel des militaires en vue d'obtenir au minimum leur neutralité? C'est possible. En même temps, on n'a pas de, comment dire, Non. de données, on n'a pas d'éléments factuels qui permettent de le corroborer. En revanche, il me semble qu'il s'agirait d'une question clé de la transition. Je pense qu'il y a eu une vraie différence entre 2002 et 2022, c'est cette éventuelle transition. Cardoso a fait beaucoup pour que la transition entre son gouvernement et celui de Lula se passe dans de bonnes conditions. Il y a même un livre, 18 jours, du professeur Matthias Spector, qui explique comment Cardoso a appelé le président Bush pour donner des gages de crédibilité quant à l'action future du gouvernement Lula, un gouvernement qui, selon ce livre, disons, se serait engagé sur la voie de la responsabilité financière et a donné, en quelque sorte, un gage de confiance vis-à-vis de l'administration républicaine. Il est clair qu'aujourd'hui... Là, on parle de 2002, oui. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, Ouais. cette situation ne va pas exister. Au contraire, c'est plutôt l'inverse qui va se produire si Lula est élu. Bolsonaro fera tout pour que cette transition se passe mal. C'est même, j'imagine, que Bolsonaro ne va pas reconnaître le résultat du scrutin. Donc, de ce point de vue-là, on peut s'attendre à une transition houleuse. Et cette non-reconnaissance pourrait éventuellement s'appuyer sur l'institution militaire. Ce qui est déjà une bizarrerie dans une démocratie. Le fait que l'institution militaire compte les voix, s'occupe d'élections, d'ores et déjà, ça pose un cadre et explicite ce problème démocratique qui est évident au Brésil et qui malheureusement risque de perdurer tant que voilà, les élites militaires voilà, ne reconnaissent pas le fait qu'elles doivent, un, quitter les fonctions civiles et deux, revenir dans les casernes. On dit en France que l'armée est la grande muette. Eh bien,
on pourrait dire que au Brésil, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Alors, il y a un autre lobby, un autre groupe qui, celui-là, est beaucoup plus visible et qui se fait entendre, c'est le lobby pentecôtiste. Ça représente quand même 50 millions d'électeurs. On dit que Lula va leur adresser une lettre, un message, parce qu'effectivement, c'est un électorat qui, pour des raisons idéologiques et religieuses, est très majoritairement derrière le président sortant. Absolument. Cela étant dit, le problème d'écrire une lettre pour les évangéliques, c'est que demain, il faudra écrire une lettre pour les producteurs d'agribusiness. Et donc, c'est in fine céder à des revendications catégorielles. Or, le cœur de son message, c'est le candidat de la démocratie. En revanche, je pense qu'il doit, s'il veut gagner, adresser des messages spécifiques. Je ne sais pas quel serait le format adéquat, mais je pense que c'est une vraie question, compte tenu de la progression démographique de cet électorat, et surtout de la manipulation à laquelle cet électorat est l'objet. Parce qu'il ne faut pas oublier que les églises évangéliques sont ce qu'une très grande université française a appelé comme étant les transnationales de la foi. Les églises évangéliques, certes, et voilà, elles s'occupent de religion, de culte, mais il s'agit aussi d'entreprises extrêmement lucratives qui ne payent pas d'impôts d'ailleurs et qui ont de multiples activités annexes, que ce soit la télévision, la radio, pour ne citer qu'une d'entre elles, l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi un enjeu politique et financier derrière cet électorat-là. Et c'est quelque chose qui est très dangereux, en fait, pour l'avenir de la démocratie brésilienne. C'est le fait que ce corps électoral-là est en progression. Et le fait que le poids de cet électorat... C'est une religion, un courant religieux qui d'ailleurs se substitue au catholicisme progressivement. C'est déjà fait dans l'État de Rio. Absolument. Et l'image traditionnelle que l'on répète à satiété est de moins en moins valable. Le Brésil est le principal pays catholique du monde. Oui. C'est de moins en moins vrai. Ça, c'est une chose. Et le deuxième élément qui est très important, c'est qu'il s'agit aussi d'une religion extrêmement fragmentée. Parce que contrairement à l'Église catholique, où voilà, on a une Église verticale, ici, on fait face à une myriade d'églises. Certes, il y a quelques grands courants, et notamment l'Église universelle du Royaume de Dieu, l'Assemblée de Dieu. Cela étant dit, voilà, il y a beaucoup d'églises, et donc il y a des concurrences, il y a des phénomènes. Il y a des coordinations aussi. Absolument. Au Parlement, ils ont un intergroupe, bien sûr, notamment pour célébrer, en dépit de la séparation de l'Église de l'État, un office hebdomadaire dans les murs du Congrès des députés. Absolument. Cela étant dit, les interparlementaires, disons que dans la réalité du Parlement, ils ont plus de mal à exister, étant donné que la structuration du Parlement est faite en fonction des groupes parlementaires et surtout des partis. Et la stratégie de l'actuel président de la Chambre des députés, Arthur Lira, ça a été de bâtir de véritables formations politiques, et on a bien pu le constater lors de ces dernières élections législatives, avec une réduction du nombre de partis, mais surtout une augmentation du nombre de parlementaires par parti, notamment des partis qui font partie de la coalition de Jair Bolsonaro, le PL, le PP, le PR, donc le Parti républicain, le Parti progressiste et le Parti libéral. Le Parti républicain est très marqué côté évangéliste quand même. Ah, absolument, absolument. Mais ce n'est pas un parti évangéliste en soi. Il reçoit les évangélistes et il est très lié effectivement à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Cela étant dit, il ne revendique pas l'étiquette évangélique. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aussi un autre élément, outre les lobbies, c'est pour moi la question centrale, c'est le résultat des élections législatives. Puisque peu importe qui sera le gagnant du deuxième tour, le prochain président de la République fédérative du Brésil devra composer avec un parlement dans lequel les grandes baronnies locales se sont renforcées, puisqu'il y a eu un taux de renouvellement de parlementaires qui a été un des plus bas de l'histoire de la République brésilienne, et surtout avec des groupes parlementaires
disons, plus important au niveau des partis, avec moins de partis, mais des partis plus forts. Donc pour Bolsonaro, ce serait plus simple, plus aisé de gouverner. Pour Lula, en revanche, il sera beaucoup plus difficile, de mon point de vue, d'articuler des... Et là, c'est un point extrêmement intéressant parce qu'il rejoint d'autres situations en Amérique latine dans lesquelles on s'attache davantage d'un point de vue médiatique aux résultats des élections présidentielles en sous-estimant l'impact des élections législatives. On le voit avec ce qui se passe au Pérou, on le voit même avec le résultat du référendum constitutionnel au Chili, et peut-être que l'année prochaine, on en verra les conséquences aussi en Colombie. Ouais. Et là, bon, si Lula gagne, en mettant de côté toutes les incertitudes signalées, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec un Parlement comme celui-là? Et aussi, c'est un État fédéral avec une majorité de gouverneurs qui vont lui être contraires, opposés. Bon, je pense qu'il y a deux facteurs. La première, c'est que en 2002 et en 2006, les résultats des élections législatives s'étaient aussi traduits par une majorité à droite. Donc, de ce point de vue-là, je pense que Lula ne fait pas face à une nouveauté. Non. Et donc, c'est quelqu'un qui a déjà, par le passé, su composer avec des majorités beaucoup plus conservatrices que son programme, son parti, sa plateforme de campagne. En revanche, là où il y a une vraie différence, c'est que le rapport de force entre Parlement et exécutif a énormément évolué, et dans le sens du Parlement. Dans le sens où aujourd'hui, un peu plus d'un tiers du budget d'investissement de l'État n'est plus exécuté, n'est plus surtout décidé par l'exécutif, mais il passe directement par le Parlement, par le biais de ce qu'on appelle le budget secret et les amendements parlementaires secrets, qui ne sont pas dévoilés et qui ne font pas l'objet, en fait, d'un suivi de la part de la Cour des comptes brésilienne. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile et beaucoup plus grave, puisque ça peut handicaper un gouvernement Lula 3. Puisque le rapport de force entre le Parlement et l'exécutif, disons, la balance aujourd'hui, elle penche nettement plus vers le législatif que vers l'exécutif. Il y aura un jugement dans les semaines à venir de la Cour suprême concernant la constitutionnalité, ou plutôt l'anticonstitutionnalité éventuelle de ces amendements. Il est clair que si cette décision est prise par la Cour suprême, cela faciliterait beaucoup le travail de Lula, notamment dans sa relation avec le législatif, puisque ça priverait les chefs du pouvoir législatif de leur principale arme, de leur principal instrument pour pouvoir créer des majorités. Mais il me semble qu'il s'agira là d'un vrai débat politique, et c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup évolué entre 2002 et 2022. Et indépendamment de cet aspect financier et fiscal, et sur les capacités respectives, les pouvoirs respectifs de l'exécutif et du législatif, il y a quand même une incertitude avec cette masse d'élus, de ce qu'on appelle le centran, le centre, mais qui n'est pas un centre idéologique, qui est plutôt un centre opportuniste, qui est à la disposition éventuelle de négociations avec le président élu, qui peut basculer ou aller, on ne sait pas trop dans quelle direction. On l'a vu avec la présidente Dilma Rousseff, qui a été abandonnée par le MDB, par le pilier de sa majorité, son vice-président et la majorité des parlementaires qui l'ont destituée à partir d'une interprétation arbitraire de la Constitution. Donc on peut imaginer aussi que ce scénario est potentiellement possible. Oui, s'il n'y a pas d'accord, politique. Ouais. Cela étant dit, le Centrão, certes, il est, il est opportuniste. Il faut aussi bien avoir en tête qu'il a du mal à quitter le pouvoir. Le seul moment où il a quitté le pouvoir, c'était justement pour destituer Dilma Rousseff, là où il a décidé de quitter les ministères. Mais pour prendre ce genre de décision, il faut qu'il y ait un leadership politique. Donc la vraie question, c'est est-ce que Bolsonaro sera en mesure d'assumer
cette opposition Et- et d'articuler une opposition au Parlement, ça j'ai plus de doutes compte tenu en fait de son expérience législative. Aujourd'hui, Bolsonaro, c'est pas lui qui gère le Parlement. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de construire une cohabitation avec Ciro Nogueira, donc ce ministre de la Maison civile, un éminent membre du parti progressiste du Piauí, avec Artur Lira, un éminent membre du parti progressiste de l'État d'Alagoas. Et c'est en fait eux qui construisent la majorité parlementaire. Ce n'est pas Jair Bolsonaro. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce sera plus compliqué, en tout cas au vu de ce qu'a été le gouvernement Bolsonaro. Est-ce que quelque part, ça ne va pas limiter les ambitions de Lula? C'est-à-dire qu'il y a un risque de coagulation contre lui s'il proposait, par exemple, une mesure de nationalisation de tel ou tel secteur de l'économie qui irait à l'encontre de ce secteur opportuniste. Donc, quelque part, ça peut réduire ses ambitions pour éviter justement d'aller à un conflit qui va avoir des incidences lourdes pour lui. On est d'accord, mais disons, contrairement à Dilma Rousseff, je pense que Lula a beaucoup plus le sens du rapport de force que justement, est-ce que comme il a le sens de ce rapport de force, est-ce que quelque part, ça ne va pas limiter son éventuel programme, ses éventuelles propositions, au risque de décevoir alors là la partie gauche de son électorat? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir à l'esprit que dans mon esprit, et en tout cas de ce que je peux comprendre, de ce que j'entends de cette candidature, un éventuel gouvernement le Lula 3 serait un gouvernement de transition. Ce serait un gouvernement de retour à la démocratie en quelque sorte. Il ne faut pas perdre l'esprit de la situation actuelle. Aujourd'hui, les institutions de Brasilia, en tout cas l'État brésilien, est un État qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire aujourd'hui, 80%, par exemple, des budgets liés à la recherche ont disparu. Des programmes tels que le CNPq, le CAPES, qui sont des programmes essentiels pour l'enseignement supérieur et la recherche au Brésil, aujourd'hui sont à l'arrêt. Les programmes, par exemple, d'aide et de soutien à la culture, par exemple, la production de films, les coproductions entre le Brésil et le monde ont chuté de près de 70% ces dernières années. On est d'accord, mais ce que je veux dire... Électoralement parlant, il n'est pas évident que la préoccupation culturelle ou de recherche scientifique soit l'élément décisif pour apporter son soutien, son vote au président Lula. Donc, on est d'accord, mais ça, c'est parce que je donnais quelques exemples. Si je parle, par exemple, de questions d'environnement, l'IBAM, la FUNAI sont des agences qui, aujourd'hui, ne protègent plus l'Indien, dans le cas de la FUNAI. L'IBAMA ne protège plus la nature. On l'a vu avec M. Salès qui, en tant que ministre de l'Environnement, s'occupait de créer des trafics et d'exportation de bois illégaux. Donc, de ce point de vue-là, la situation de l'environnement, on peut la décliner aussi sur la question de la sécurité. La police fédérale, aujourd'hui, est cooptée par des agents du bolsonarisme, où aussi il y avait des agents de Sergio Moro, qui eux aussi faisaient de la police un instrument de répression politique. Donc, de ce point de vue-là, si on regarde agence par agence, aujourd'hui, l'État brésilien est un État dysfonctionnel. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que la priorité du gouvernement Lula, c'est surtout de revenir à une sorte de base institutionnelle où l'État fonctionne un minimum et où le rapport de force entre exécutif et législatif, qui aujourd'hui est complètement... On est entièrement d'accord, mais dans la motivation du vote d'une majorité des électeurs, ces éléments-là, à mon sens, ne sont pas apparus, sauf dans des couches, disons, moyennes, de classe moyenne, libérale, instruite, etc., du Brésil, comme un élément déterminant du vote. Et il y a une partie des électeurs qui se sentent liés à la culture traditionnelle de la gauche, que ce soit du PT, du PSOL, ou des groupes ou l'extrême gauche, qui risquent de ne pas se retrouver dans un programme qui effectivement, qui correspond à l'urgence démocratique du moment, mais qui pour eux devrait répondre aussi à ce qu'était le PT. Bien sûr. Voilà, donc il risque d'y avoir
quelque part une fracturation dans l'électorat de Lula, me semble-t-il, du côté de sa gauche. Non, mais je pense que sa gauche, mais éventuellement de sa droite aussi. Je pense qu'aujourd'hui, un éventuel gouvernement Lula va devoir faire face à des contradictions très rapidement, à l'impossibilité de répondre aux urgences, au fait aussi que Lula a d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat à une éventuelle réélection. Oui. Ça, je pense, non, mais ça c'est très important, parce que ça change tout complètement la dynamique du gouvernement. Lorsque Lula est arrivé donc, en 2002, tout le monde était convaincu que Lula serait candidat à la réélection en 2006. Et ça a provoqué au sein du gouvernement des réalignements, des stratégies politiques du Parti des travailleurs, d'autres candidats éventuels. Or là, la situation est totalement différente. Dès le jour de l'investiture de Lula, si Lula est élu, les stratégies des uns et des autres pour commencer une bataille de succession qui sera l'héritier de Lula va commencer. Et donc ça aura un impact aussi sur le gouvernement et sur le mode de fonctionnement du gouvernement, puisque une bataille d'échecs va commencer à être menée par ces différents acteurs, et cela, de mon point de vue, aura un impact sur justement les priorités gouvernementales, et d'où des déceptions éventuelles, que ce soit du côté de la gauche, mais aussi de la droite. D'où l'importance de suivre le résultat des élections, non pas présidentielles, mais gouverneurs de l'État de São Paulo, et avec celui du Minas Gerais, qui sont les deux États qui déterminent le résultat, qui vont déterminer, mais qui déterminent habituellement le résultat des présidentielles. Et à São Paulo, c'est celui qui a été le candidat à la dernière minute pour remplacer Lula en 2018, Fernando Haddad, qui part avec quand même un handicap assez important. Absolument. En voix par rapport au pourcentage, par rapport au candidat qui est soutenu par le président Bolsonaro. Donc, c'est le troisième candidat du PSDB qui va faire la décision. Un PSDB qui reste, qui a été le grand parti historique de la transition et qui aujourd'hui est un parti très diminué et qui reste dans l'incertitude. Absolument. Je pense que c'est un mauvais résultat. Bon, faut placer les choses dans le contexte. Depuis 2002, le Parti des travailleurs n'avait pas réussi à placer un de ses candidats au deuxième tour de l'élection de poste de gouverneur à Sao Paulo. Donc, de ce point de vue-là, Fernando Haddad fait le meilleur score du Parti des travailleurs dans ces 20 dernières années. Donc, de ce point de vue-là, il s'agit d'un bon résultat. Néanmoins, il s'agit d'un résultat insuffisant pour remporter le scrutin. Et si le Parti des travailleurs a doublé la taille de son groupe parlementaire à l'Assemblée législative étatique de Sao Paulo, ce qui est un bon résultat pour le parti, il me semble qu'il sera insuffisant pour pouvoir espérer emporter ce bastion de la droite brésilienne, et qui, en effet, est très très important dans la décision électorale. Aujourd'hui, la candidature de Lula va tout miser sur le sud-est, donc c'est les 4 principaux collèges électoraux du Brésil, à savoir Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro et Espírito Santo. Et je pense qu'en effet, s'il n'y a pas une victoire plus importante de Lula, notamment dans l'état du Minas Gerais, qui lui a donné la victoire au premier tour, avec plus ou moins le même score qu'au niveau national, eh bien, il sera difficile de récupérer les voix qui seront, il me semble, perdues pour Lula, en tout cas la différence, avec Bolsonaro dans l'état de Sao Paulo et dans les autres états du sud et du centre-ouest du pays qui sont aujourd'hui acquis aux candidats d'extrême droite. Deuxième tour, on le sait, au Brésil comme ailleurs, n'est jamais la répétition du premier. Et donc tout dépendra quelque part, en dépit des chiffres qui sont plutôt favorables à Lula, de la dynamique. Absolument. De la campagne. Et c'est là qu'on revient à l'effet sondage. L'effet sondage, quelque part, un côté un peu démobilisateur pour celui qui est arrivé en tête, paradoxalement, et dynamisant pour celui qui est arrivé second. Absolument. Et je pense que de ce point de vue-là, lorsqu'on fait une campagne de vote utile pour le premier tour, c'est vrai que c'est un arme à double tranchant, puisque certes, on peut espérer attirer quelques voix supplémentaires. En revanche, si par mégarde, cette élection au premier tour n'arrive pas, il est vrai que
l'effet boomerang arrive et il arrive de manière plutôt sèche, et ça a une conséquence sur ce début de deuxième tour. Une dernière question, alors là on va essayer d'élargir à l'Amérique latine. On constate au Brésil, mais on constate aussi ailleurs, que la droite traditionnelle est remplacée par des gens beaucoup plus radicaux. Peut-être qu'on le constatera d'ailleurs l'année prochaine en Argentine, puisque l'année dernière, aux élections de l'État, on a vu ce qui était impensable il y a quelques années, surgir, être élus des députés d'extrême droite. Donc là, il y a un phénomène qui interpelle, non seulement par son importance, mais aussi, c'est comme on le voit au Brésil, parce qu'on a l'impression que cet électorat d'extrême droite est insensible aux arguments. C'est un électorat plus qu'idéologisé, c'est un électorat qui est enfermé dans son réseau social et imperméable à toutes sortes d'arguments qu'on peut lui opposer. C'est parce que... Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je dis souvent que le Brésil est rentré en dystopie, justement de ce fait. C'est-à-dire que, à certains égards, le débat démocratique, le débat rationnel, le débat fondé sur des faits, est aujourd'hui de plus en plus compliqué au Brésil. Et peu importe la classe sociale, hein, c'est vraiment pas du tout, il n'y a pas du tout un critère d'éducation malheureusement. Aujourd'hui, ce sont les plus riches, les plus diplômés qui votent le plus en proportion pour Bolsonaro. Donc ça, c'est un bon indicateur sur l'état des élites brésiliennes. Le fait qu'aujourd'hui, et selon les études, notamment l'étude de l'Institut Reuters de l'Université d'Oxford, sur les méthodes de consommation de la presse et des moyens d'information, aujourd'hui le Brésil est le pays où les habitants croient le moins dans la presse, notamment les radios, la télévision, pour s'informer, et où le poids des réseaux sociaux est le plus important pour avoir accès à l'information. Et donc ça change complètement en fait le rapport à la réalité, aux échanges sociaux, et c'est quelque chose de très grave pour l'avenir de la démocratie, puisque aujourd'hui les formes de médiation et de débat collectif ne sont plus du tout normées par une vie justement collective, mais par une somme d'agrégats, de réseaux qui ne sont pas basés sur des faits, et ça c'est très grave. Bien, on va en rester là pour l'instant. Et rendez-vous donc le 1er ou le 2 novembre pour essayer de tirer des conclusions pour le Brésil et peut-être au-delà pour l'Amérique latine. Merci à vous. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.